Alors c'est une drôle de séance, parce qu'en fait au départ on devait regarder un film, puis en fait on s'est rendu compte avec les gens que le film était beaucoup trop long. Donc on s'est dit qu'on allait plutôt réunir des gens sympathiques et passionnants pour parler d'un sujet qui est celui du film, à savoir l'histoire de la plage. Alors quand on dit l'histoire de la plage, on se demande peut-être de quoi on veut parler, puisqu'on aurait tendance peut-être à se dire qu'il faudrait plutôt faire une géographie de la plage. Et ce qu'on va essayer de vous raconter, c'est que, pour le dire d'une façon un peu provocatrice, la plage est vraiment quelque chose de totalement artificiel. Et on va parcourir notre histoire pour vous raconter cette histoire. Donc la raison pour laquelle je vais vous présenter nos camarades et pour laquelle je suis là, c'est que j'ai fait un documentaire sur la plage il y a quelques années, qui s'appelle l'Odyssée des plages, en France 3, et qui était parti du désir de raconter cette histoire et d'une espèce de rencontre que j'ai fait avec un lieu où j'allais souvent dans l'Essonne, à côté de Paris. Et dans ce petit village de Jambry, l'été, ils installent un truc qui s'appelle Jambry Plage. Et c'est dans un port de ferme, et c'est la plage. Et je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à raconter depuis le XVIIe siècle, qui a été étudié par l'historien Alain Corbin, jusqu'à Jambry Plage. Voilà. À cette occasion, j'ai fait la connaissance de quelqu'un de tout à fait exceptionnel, à savoir Jean-Didier Urbain, qui est à côté de moi, qui, donc, vous allez voir dans le film et ici, et qui est un sociologue, sémiologue, anthropologue, et qui a beaucoup travaillé sur le tourisme, et qui a notamment écrit sur la plage, qui est un peu petit bijou, et qui raconte cette histoire, et qui s'occupait d'un autre livre que j'ai pas sous la main, mais qui s'appelle Au Soleil, et qui parle plus spécifiquement de l'histoire de la Méditerranée, que sur la plage, néglige un peu, il faut le dire. Voilà. Et nous avons le plaisir d'avoir Jean-Jacques Rayon, qui est également historien, et qui a écrit et publié tout fraîchement un livre sur Pontis, qu'il signe avec Virginie Albert, je pense que vous connaissez. Et ce livre s'intitule De Pontis-les-Bains à Pontis-Plage, qui pourrait déjà être le début d'une trajectoire de notre discussion. Donc, comment ça va se passer? On va vous montrer des petits bouts de film, et ensuite on va donner la parole à nos invités. L'un qui verra le big picture, et l'autre qui nous donnera l'analyse très locale sur l'histoire de Pontis. Donc ce sera des extraits assez courts, sauf le premier, qui est un petit peu plus long, qui dure 10 minutes, et qui va nous permettre à tous de nous mettre un peu des images dans la rétine et de se jeter dans le bain. Voilà. Avec ses 5000 km de plage, l'Hexagone est un Eldorado. Calanques taillées dans les plis de la roche, mer bretonne aux allures de Caraïbes, immensité des plages du Nord. Il n'y a pas si longtemps, Biarritz n'était qu'un village, Deauville un marécage. L'engouement pour les plages donne le vertige. C'est aujourd'hui. On parle de l'océan, on ne parle pas de la mer. Et en fait, ce lien à la santé est davantage lié à l'océan qu'à la mer, non? Oui, tout à fait, parce que comme ça a été dit, concernant les bains d'immersion, on parlait même de bains de surprise. C'était à l'eau, sauf que l'électrochoc avait été coupé. C'était quelque chose d'extrêmement traumatique, agressif. Et vous savez, ça illustrait une fois plus le jeu du ton, plus les médicaments le mangeaient, meilleur il allait. C'était ça la mer. Mais ce qui est important, c'est effectivement, comme Paul Morand l'a dit, qu'au fond, la plage, c'est la grève apprivoisée par les baigneurs. C'est-à-dire qu'on a donné un sens à la plage qui est autre que celui de la mort, c'est celui de la vie. On vient se soigner au bord de mer. Et c'est cette médicalisation qui va rendre au fond le rivage fréquentable. Si vous voulez avoir il y a deux grands livres, à mon avis, qui peuvent nous donner une idée du rapport psychologique à la mer avant cette étape, finalement, de pacification du littoral par le bain de mer. Vous avez un livre de Jean Delumeau, un historien, qui s'appelle L'histoire de la peur en Occident. Il y a un chapitre consacré à la mer.
c'est effrayant, effectivement, on a peur de tout, du naufrage, on a peur de tout. Hein. Et outre le livre aussi de Alain Corbin, il y a aussi le livre de Brodel qui s'appelle L'identité de la France, qui montre très bien que ça a même induit une sorte de déficience politique de la France en matière de protection des frontières naturelles marines. Contrairement à l'Angleterre ou aux Bataves, qui eux, très tôt, ont considéré que la mer, c'était un lieu de départ, de colonisation, de commerce, etc. La France a été très en retard sur ce sujet-là. Donc il faut bien voir que c'est comme ça aussi que cette mer, finalement, elle rentre dans notre sphère culturelle, mais au prix, finalement, de l'aspect assez horrifique de remèdes, hein, voire de torture. Et c'est comme ça aussi que se développe une urbanisation du littoral, des structures d'accueil, et comme le dit le livre sur Contis, c'est de Contis-les-Bains à Contis-Plage. La première étape, c'est Contis-les-Bains, c'est-à-dire le Contis thérapeutique valorisé par le bain-mer. On va nous donner des détails sur les pratiques. Est-ce qu'on faisait du bain d'immersion, du bain de surprise, du bain à Contis, c'est peut-être, voilà, je passe. Oui, et donc, comme on le disait, il y a une première étape qui, on va dire, anglaise au XVIIe siècle, ça arrive plus tardivement en France, et pourtant, ça sous la forme de grandes stations, peut-être dont on parlera tout à l'heure, et ça arrive quand même assez tôt à Contis, et disons, on va dire, à une échelle un peu plus modeste, non? Oui, ça arrive un peu tôt. Alors, bien sûr, il y a une influence de Biarritz et d'Arcachon, qui sont les grandes stations de la côte aquitaine au XIXe siècle, mais c'est vrai que Contis et d'autres premières stations néerlandaises ont des particularités aussi liées à sa géographie. Nous, dans l'image aujourd'hui d'un Contis ou d'un Huchette ou de Soustons ou du Nizar, avec un courant qui est facilement accessible, on peut venir à la mer en voiture, à travers le cœur. Il y a 150 ans, 170 ans, à l'époque qu'on évoque en ce moment, il faut imaginer que le paysage n'est pas le même du tout. Entre chaque village, soit Saint-Julien, Contis, Fulite, Candeloni, ainsi de suite, il y a un système dunaire qui est totalement nu. Donc, les habitants de la côte, ça n'existe pas ici, on n'a pas d'habitants de la côte. On habite à 7-8 km de l'océan. Et si on veut l'océan, il faut franchir ces dunes qui sont difficiles à franchir, parfois dangereuses. Il y a des zones humides entre les dunes, ce que l'on appelle les laites ici, qui sont fréquentées uniquement par quelques troupeaux de vaches et quelques pasteurs, c'est tout. Donc on ne va pas à la mer. Les seuls qui vont à la mer, ça va être les pêcheurs. Et les pêcheurs, il y en a très peu sur la côte landaise, qui n'a pas de port. Et le seul accès à la mer, c'est, vous avez le cas de Contis, c'est vraiment le stéréotype de ces premières stations. On vient à la mer en empruntant tout simplement le courant. C'est le moyen d'accès le plus rapide et le plus efficace. Et à l'embouchure, vous avez à quelques centaines de mètres, on va installer le bateau, vous connaissez la plupart d'entre vous, qu'on appelle la pinasse. C'est ça le point de départ. Et à partir de ce moment-là, dans les années 1820-1830, il y a d'autres personnages qu'on oublie souvent sur la côte, enfin sur les côtes en général, c'est la présence des douaniers. À partir des années 1810-1820, surtout les côtes de France, à l'Aquitaine, c'est l'époque où on va avoir des douaniers qui s'installent de manière temporaire et puis après qui vont s'installer à l'année, avec des rotations effectivement. Donc la première bâtisse qui est involontairement le point de départ de la station, c'est la douane. Et dans les années 1830, on va avoir très peu de maisons qui s'installent, ce sera toujours, je pense qu'on va dire, des notables qui arrivent. Et effectivement, on commence à aller, il y a quelques textes qui expliquent qu'on va à l'océan, et on va à l'océan, c'est des notables, mais on commence à avoir dès 1840, 1850, on va dire des locaux, des gens du peuple, sans noble, qui viennent à la mer, et qui peuvent accéder encore en utilisant ce courant, en utilisant ce que l'on appelle des galupes. À l'époque, il y avait un monde un peu fantaisiste, mais qui est resté tout le long du XIXe siècle, on appelait des paquebots. Il y avait un système de paquebots qui a été mis en place pour transporter ces personnes-là. Voilà, donc 1840, 1850, pour arriver, pour répondre à votre question, en 1850, il y a le premier établissement de bain. Donc, effectivement, les techniques qu'on a vues, on ne les utilisait pas tout ici, mais il y avait l'établissement de bain, c'est-à-dire les Victoires, les Saint-Gibier-Noirs, les Sois, venaient à la mer, n'allaient pas dans l'océan, ils allaient prendre des bains dans des baignoires qui étaient installés dans ces établissements de bain. Le premier établissement de bain, alors il serait, le paysage a changé, vous prenez l'embouchure du courant, ou plutôt vous prenez la grande rue. Quand vous descendez la grande rue, vous voyez au bout de la rue l'océan. D'ailleurs, on dit la mer ici. Donc on voyait la mer. C'est vrai, tout à l'heure ça vous faisait sourire, parce que nous on ne dit pas l'océan. Donc on arrive à la mer, vous voyez la mer, et si vous avez peut-être remarqué, même si vous ne connaissez pas l'endroit, on voit la mer, et normalement on ne doit pas la voir. Parce que normalement il y a la dune. Mais sauf que dune, dans les années, c'est plus tard, elle va disparaître en 1917, au sud du Fraped,
Et donc imaginez qu'il y a lieu, ce lieu, il y avait le premier établissement de mer qui va rester très longtemps, qui va devenir un hôtel magnifique au XIXe siècle, la station a changé de statut. Et voilà, donc vous prenez ces bains là, des bains froids ou chauds. Voilà, ce sera la même chose à Uchel. Et alors dans le livre, tu parles à un moment de bain de sable. Qu'est-ce que... Oui, alors, je crois que c'est Arénation, une technique qui a été développée par un médecin d'Arcachon en fait. C'est lui qui a lancé l'idée. En pensant qu'on prenait des bains de sable, c'est-à-dire on s'enfouissait comme ça, comme on l'a fait tous les enfants, et on pensait que ça avait des vertus de fantaisisme, comme pour l'eau qui guérissait beaucoup de choses. Donc c'était une pratique qui était courante ici à Contis, c'est une autre station de la côte hollandaise. Je veux simplement faire remarquer la baignoire, c'est un peu l'héroïne de cette histoire, parce qu'elle nous vient d'où? Elle nous vient des stations thermales. Et le trait d'union qui s'établit entre la station thermale de l'intérieur des terres et le littoral, ça passe par la baignoire. Parce que le rapport à la mer n'est pas encore un rapport de nageur, c'est un rapport de baigneur qui, avec une peu, se noyer. Et au moins, dans une baignoire, on peut s'accrocher au bord. De surcroît, non seulement on ne fait pas seulement du bain de mer dans les stations de bain qu'on trouve sur le bord de la mer, on fait aussi des bains d'eau douce. Il faut bien comprendre d'ailleurs que c'est comme la nage. La nage, c'est le nageur est d'abord un nageur d'eau douce. La mer, c'est pas un lieu où naturellement on va s'immerger pour se baigner et même à fortiori pour nager. Donc il y a cette médicalisation, c'est aussi se rappeler que c'est aussi progressivement la translation des méthodes curatives des cures à l'intérieur des terres ou en altitude qui va être transférée sur le littoral. Nous aussi, soit dit en passant, parfois la hauteur des palaces. Parce que si on ne peut pas proposer l'altitude par la montagne, au moins on va la proposer par l'habitat, en disant si vous montez aux hôtels, vous allez avoir un mercure extraordinaire. Et tout ça, ça participe de l'histoire de ce transfert progressif, je dirais, des méthodes thérapeutiques inaugurées dans les stations thermales, de montagne et de terre, vers le littoral. Et alors peut-être justement, on peut regarder un autre extrait pour ce lien très fort entre les stations thermales et balnéaires, qui en fait dans les deux cas sont des villes tout simplement et qui sont surtout l'œuvre d'entrepreneurs. Donc on peut regarder l'extrait 2, c'est très grand. Boulacieux se lance, au milieu du XIXe siècle, dans la construction de nouvelles stations balnéaires. Il parie sur une clientèle plus large, la bourgeoisie des villes, et ils vont lui offrir, en plus des bains. Je commence par toi, Jean-Didier, c'est qu'on est en pleine époque aux États-Unis de la vitesse de l'Ouest, et entre le train et l'idée de créer quasiment des espèces de colonies pour une population qui d'abord aristocrate et ensuite bourgeoise, il y a une espèce de similarité. Est-ce qu'on pourrait dire ça que la conquête du littoral ressemble à la conquête de l'Ouest? Le terme, l'expression a même été employée par les aménageurs à l'époque. Il y a des cartes qui montrent comment établir des stations. Et pour établir des stations, pour indiquer les stations, c'est des petits tipis sur la carte. Donc la métaphore est tout à fait atténuée en la référence à la conquête de l'Ouest. Je crois que ce qu'il faut bien aussi comprendre, ce que l'on appelle ça, c'est au fond, on est en train de reproduire la ville sur le littoral, on urbanise le littoral, et il ne faut pas oublier que historiquement, le tourisme est né, tel qu'on le connaît, je ne parle pas du tourisme du gentleman anglais au XVIIIe siècle, mais du tourisme, je dirais, plus démocratique, est né de l'urbanisation de la société. Est né de l'urbanisation de la société, et la société est en train de s'urbaniser. Et elle commence par l'Angleterre, qui est le premier pays le plus urbanisé. Un Anglais sur deux vit en ville en 1862. En France, il faut attendre 1932. On a un énorme retard. C'est bien pour ça qu'à une époque, touriste et anglais, c'était synonyme. Dans le Littré, synonyme touriste anglais. Voilà. Donc, on assiste à cela, et en plus, avec cette idée que développe par exemple un historien comme Michelet, mais qui reprend des idées très proches de Rousseau, c'est que la ville, elle est le cycle de l'homme. Elle rend l'homme méchant, et en plus, elle accumule les miasmes. Donc Michelet, déjà, prône une sorte de tourisme social. On est en 1861, quand il dit jamais, en disant, au lieu de laisser ces élégants à bottes vernis transformer les villages en campagne mondaine, envoyons les enfants malades des villes au bord de la mer. Et ça, il le dit en 1861, et c'est déjà lié, évidemment, au phénomène d'urbanisation qu'on sous-estime trop, parce que je crois que même encore aujourd'hui, anthropologiquement, on n'a pas encore compris l'impact de l'urbanisation sur le métabolisme de l'être contemporain. En termes de relations humaines, en termes de santé mentale,
Et la plage devient une sorte d'autre monde, c'est pas vrai qu'on appelle le terme de paradis, d'ailleurs, hein, paradis balnéaire, parce que c'est un monde de rédemption, de résurrection, on se régénère, et avec le bronzage, on va même changer de peau. Hein, voilà. Michel d'ailleurs dit le bronzage donne un joli teint africain. On change même de race, hein, et on change d'identité, et on attend tout ça de la mer. Ça fait partie de sa thérapie générale. Hein. Non seulement elle travaille les muscles, le foie, les nerfs, elle travaille aussi les identités et les personnalités. La mer était vraiment un facteur de métamorphose anthropologique. Et alors, dans cette première époque, les citadins parisiens vont à la mer en été. À Contis, toi, comment tu observes, c'est quoi la pratique des bains? Est-ce qu'elle a lieu toute l'année? Est-ce que c'est aussi, saisonnalisé? Est-ce que je peux juste répondre oui. Par rapport à la question que tu as posée sur l'Empire de l'Ouest? Parce que justement, il y a une originalité encore. D'accord. Parce que dans les Landes et à Contis, il y a une originalité, c'est-à-dire qu'avant qu'il y ait la possibilité de faire une station balnéaire à Contis ou ailleurs, il y a eu une conquête du littoral. Une conquête du littoral qui n'a aucun rapport avec le tourisme. Parce qu'il faut bien penser, ce que je vous disais tout à l'heure, le littoral ne ressemblait pas à celui qu'on connaissait aujourd'hui. Et on avait un littoral qui était difficilement accès. Et au milieu du XIXe siècle, quand les grandes stations closent, en fait, ici, sur la côte anglaise et girondine, l'État se lance dans une entreprise extraordinaire, c'est-à-dire maîtriser ces dunes qui menaçaient les villages, qui étaient un vrai danger, qui obstruaient les courants obstruait, l'eau débordait et inondait les terres agricoles. Donc il y a des travaux gigantesques qui ont été faits, et donc on a stabilisé. Et quand on stabilisait d'abord l'endroit où il y avait les courants, Contis. Donc on essayait comment stabiliser avec une technique qui va bouleverser justement le front de mer, qui va être la naissance du front de mer de la côte aquitaine, qui aujourd'hui fait son prestige, et c'est la dune littorale. La dune littorale est totalement artificielle. Vous avez 200 km de côte construits par l'homme en utilisant la force du vent et la force de la nature. Donc cette dune, c'est pour ça qu'on décide à la protéger. Et donc cette dune va stabiliser, on va pouvoir planter à partir de ce moment-là des terres, et donc on va pouvoir venir effectivement à la plage plus facilement. C'est là, à partir des années 1850, à peu près tout est stabilisé, qu'on va avoir quelques maisons qui s'installent, et après, la dune littorale va jouer un rôle majeur dans l'installation de la station, comme ailleurs. Les maisons vont s'installer sur la dune. Il y aura les premières, elles sont autour. Tout à l'heure, on est allé à la maison de situation, c'était la douane. Et si quand vous sortez, vous avez vu que vous voyez très bien la mer. C'est le droit le plus haut de Contis, en fait, à part le phare. Donc les maisons sont installées les premières autour de la douane, et puis quand la dune était stabilisée, dans les années 1860, 70-80, c'est le même succès tardivement par rapport peut-être, je pourrais prendre tes questions, mais avant il y avait quand même des gens qui venaient. Je finis. Donc la dune est stabilisée, et les personnes qui sont capables de construire une maison, il y a plutôt les notables de la région, vont construire à peu près une trentaine de maisons en front de mer. Là, vous avez aujourd'hui de nouvelles maisons. On verra qu'entre-temps, elles vont disparaître pour d'autres raisons. Mais c'est ça. C'est la conquête du littoral par l'homme va permettre en fait l'arrivée de ces stations balnéaires très particulières. Et des gens très tôt, il y en avait juste un exemple, des gens relativement, par exemple, l'exemple 1162, à quelle époque tout est stabilisé, le maire de l'Iténique s'inquiète parce qu'il trouve qu'il y a beaucoup de monde à la plage de Contis et il va demander l'intervention, la présence d'un médecin sur place tous les dimanches. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas que les notables qui ont un sur place, ça veut dire que les locaux commencent à prendre cette habitude qui n'a été pas jusqu'à présent, d'abord de la mer et voilà, de la découvrir tout simplement. Et là, on va dire qu'il y a une saisonnalité de la pratique balnéaire. Donc l'été, on va le passer sur la Manche ou l'océan. Et l'hiver, il y a cette fameuse tradition d'aller en Méditerranée. Et on va en Méditerranée en hiver. Je rappelle qu'à cette époque-là, le soleil est considéré comme mauvais pour la santé, donc on s'en protège. Et quand il fait froid et moche dans les grandes villes polluées, les gens bien descendent en villégiature sur la Méditerranée. Et je vous regarde un autre extrait pour essayer de comprendre comment on passe de ce monde-là qui fuit le soleil, parce que ça a été comme ça pendant très longtemps, à la plage et à notre rapport à la plage contemporain. Tu peux nous mettre l'extrait 3. On est au seuil d'une nouvelle révolution balnéaire. Mais elle n'a pas commencé à venir, ni même sur les plages. Une fois encore, c'est la médecine. C'est-à-dire qu'on pourrait trouver d'autres pionniers en
fait. Mais voilà, on a toujours des espèces de pionniers, de gens des avant-coureurs, et derrière un mouvement de masse qui suit. Et là, ce que je voudrais que tu nous dises, c'est que c'est quand même pas une petite révolution. Non, c'est une révolution énorme, parce que vous passez d'une culture de l'ombre et du froid à une culture de la chaleur et du soleil, et de la lumière. Vous avez dit un petit bémol, c'est intéressant de savoir que Matisse, quand même le peintre solaire, un des peintres les plus solaires qu'il soit, lui remontait aussi vers le nord pendant l'été. C'est pas très une anecdote, mais à la fin il est resté quand même parce que c'était fait de raison, mais ceci simplement pour dire qu'il y a eu une résistance quant à cette inversion de migration, je dirais, ou d'interruption de migration, on restait, et aussi concernant cette inversion, je dirais, entre été et l'hiver. Cette Méditerranée qu'on imagine toujours en été, en fait, est devenue véritablement estivale à partir des années 1830. Il y a des pionniers, effectivement, il y a la génération perdue, il y a quelques... Qu'est-ce que j'ai dit? Non, oui, 1930, pardon. Non, Napoléon était pas... Non, oui. Non, et puis il y a aussi cette résistance à la découverte des bienfaits du soleil. Ça, c'est mis en évidence dès le début, dès 1900. À l'Essin, en Suisse, un médecin montre très bien que le soleil, ça nous apporte cette vitamine si précieuse, qui nous permet de pouvoir santé, mais il faut attendre 25 à 30 ans pour que tout le monde se soumette à cette thérapie. Sauf sous prescription médicale dans les sanatoriums, où on invente le solarium, mais spontanément sur les plages, non, il faut attendre cette relation de héliothérapeutique, ou héliothérapeutique qui se transformera d'ailleurs en véritable idolâtrie du soleil, elle tarde à venir. Je veux dire, Madame Chanel, quand elle se bronze en 1925 sur la croisette, défait la chronique, elle est scandaleuse. Paul Morand, la même chose. Il y a d'abord ce qu'on appelait les bronzes vivants, donc ça passe par les naturistes, esthètes, etc., qui vont déjà sur l'île du Levant. Les premiers y vont déjà dès avant la Première Guerre mondiale. Les premiers naturistes, qui sont des bons vivants, qui sont des danseurs, qui sont des sculpteurs, qui sont des écrivains, notamment quelqu'un comme Théo Harvey, c'est par hasard, qui était le traducteur de Stevenson, donc qui a toujours rêvé d'îles tropicales et qui la trouve effectivement. Là, il s'amorce un phénomène extrêmement important, parce qu'au fond, la Méditerranée s'apprête à faire des pions à l'océan. Comment? On va voir la suite de l'histoire avec le Club Med, mais en répondant à l'océanique par l'océanien. La Méditerranée va se polliner. Bon, trop tôt. Et est-ce que ici on observe, je te pose la question tout à l'heure, un peu cette saisonnalité? Est-ce qu'on voit le basculement vers le soleil? Est-ce que c'est un truc qu'on a réussi à identifier pour... La saisonnalité, c'est l'été. On voit D'accord, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas de... Le vin a lieu pas toute l'année. Ah non. D'accord. On ferait presque aujourd'hui, de juin à septembre. D'accord. Les familles s'installent dans les zones, oui, en juin, et dans les documents d'archives des familles, on retrouve le déplacement, le déménagement presque vers la plage, on s'installe à la plage, on reste, on fait des retours, mais non, ça ne va pas plus loin que l'été. Oui, je voulais ajouter à propos de ce basculement de la Méditerranée vers l'été, comme une présentation, il y a aussi une chose qu'il ne faut pas oublier, parce que pour voir ça dans un système qui se met en place, un système vacancier général qui se met en place, et à cette époque-là, il y a la montagne de l'été qui apparaît avec le développement de l'alpinisme, qui vient faire une concurrence aux loisirs du bord de mer. Et c'est comme ça que les hôteliers sont incités à rester ouverts pour garder leur talent afin qu'ils ne partent pas vers les Alpes. Il y a un petit peu une British Connection, si vous voulez, entre Londres, Paris, la Suisse et la Côte d'Azur. Mais en Suisse, il y a les sanatoriums et il y a les Alpes. Et les Anglais, à qui on doit pratiquement tout en matière de tourisme, inventent aussi l'alpinisme et ils s'approprient les Alpes en été sous la forme de l'alpinisme, sous forme de ski en hiver. Et ça, c'est autant de clientèle volée à la Méditerranée.
Alors, je voudrais te poser une question sur la période de l'occupation. Est-ce qu'on peut regarder juste l'extrait 4 tout gentiment? On commence sur la Méditerranée. L'Arctique n'a pas quitté la plage. Il a été le témoin des métamorphoses de cet entre-deux-guerres, de ses inversions, de ses inventions, de la mélancolie des fins de journée, de tous les moments magiques. Au fil de son album, on voit les corps brunir et parfois les maillots disparaître complètement. Mais ces plaisirs sont encore réservés à une élite. En 1936, seul un Français sur 400 a déjà vu la mer. Et pour tous les autres, les vacances n'existent pas. Entre zone libre et zone occupée va avoir une place à part, puisqu'elle va rester interdite, devenir une zone interdite en fait. Et Contis est évidemment en plein dedans. Oui, Contis en fait partie de zone interdite, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas accéder à l'océan, même s'il y avait des autorisations qui étaient permises parfois pour les pêcheurs. Mais c'est vrai que la Deuxième Guerre mondiale va être un tournant important pour la station de Contis. Ça va être vraiment une rupture, parce qu'on peut penser qu'en 1939, 1940, c'est un peu l'apothéose de la première grande histoire de Contis. Ça va être la fin de Contis-les-Bains. Et le village, oui, le Victor Village, c'est un quartier de Saint-Julien, en Gueulite, va être bouleversé par la présence allemande et surtout la fin de la guerre. Parce que à partir de 1942, le mur de l'Atlantique va être commandé sur l'ensemble du territoire ouest de la France, au minimum, sur les côtes du nord de l'Europe. Mais les Landes, on l'oublie souvent, a eu son mur de l'Atlantique. On ne le voit plus beaucoup, mais le cas de Contis est très particulier parce qu'il y avait un nombre relativement important de bunkers, ce qu'on appelait autrefois le low-cost, le nom officiel des bunkers, était installé sur la dune littorale, là où était installé le cœur de Contis, avec ses trentaines de maisons, avec 2 hôtels, et au pied de la dune, 3 autres hôtels. Donc il y avait une activité importante autour de la dune. À partir du moment où on va installer le bunker, il y a 2 manières de détruire ces maisons. Une, pour des raisons purement tactiques, on va détruire certaines maisons parce qu'on installe des canons, il ne faut pas que le tir du canon soit gêné par la présence de bâtisse. Et on va en garder quelques-unes aussi, parce que ces maisons vont permettre de cacher d'autres bunkers. Aujourd'hui, on sait, grâce à des travaux d'un cotiseur qui s'appelle David Corneau, qu'il y a un bunker très impressionnant aujourd'hui sur la Lune, que vous ne verrez pas, non plus, qu'on ne verra peut-être jamais, qui était vraiment enterré, qui est toujours enterré, qui était le pôle de commandement de l'ensemble des bunkers. Donc il y a ces destructions-là. Et à partir de 1944, quand les Allemands savent que c'est vraiment la fin, ils vont réaliser, alors contrairement à ce que la mémoire a toujours des défaillances. Moi j'ai toujours entendu dire, comme à Calédonie, que les Allemands avaient détruit, mais quand on nous a raconté ça, quand on raconte ça encore aujourd'hui, on imagine toujours que c'est une destruction de manière au jour sur là, on détruit par vengeance, par de résistance. C'est pas du tout ça. Quand on détruit en 1944, c'est parce qu'il faut laisser aucune trace, aucun repère sur la côte, c'est ça la raison principale. Il reste l'église en particulier, qu'on va détruire pour laisser le moins de repères possible, parce qu'on imagine même en 1944, en juin 1944, avant le débarquement de Normandie, il y a peut-être la possibilité que des bateaux arrivent sur la côte aquitaine. L'armée allemande avait cette hypothèse-là. Donc c'est vraiment en 1944 que toutes ces maisons qui sont sur la Lune, sauf 3, on dit toujours, qui étaient plutôt des maisons en ciment, en bloc de béton, alors que toutes les maisons de la dune étaient en bois. Donc elles vont être détruites systématiquement. Mais il n'y aura pas que ça comme dégâts. C'est-à-dire que quand ils vont partir je me trouve la date, je crois que c'est juin 1944, ils quittent Contis, ils vont détruire aussi la plupart des maisons qui sont au pied de la dune. On appelle aujourd'hui la route, le boulevard de la plage. Il y avait un hôtel, il y avait des maisons, vont être détruites. Et en même temps qu'on va détruire, là on fait par explosif, parce que souvent j'ai entendu que Contis a été bombardé. Ça n'a jamais été bombardé. C'est les Allemands qui ont fait ça de manière méthodique. Alors curieusement, quand on regarde les archives de cette époque-là, par exemple les propriétaires des maisons qui sont à Dune étaient avertis par la préfecture des Landes, qui a été évidemment
des annonces, mais qui avertissait monsieur tel ou madame tel que dans quelques jours, votre maison sera détruite. Donc c'était fait de manière très très rationnelle. C'est pas une vengeance. Il y a 44, vraiment les derniers jours, effectivement, peut-être les dernières maisons qui étaient au pied de la Lune ont été faites sous cette forme-là. Mais sans qu'il n'y ait jamais eu, officiellement, il n'y a pas eu de mort à ce moment-là. Et au moment du départ, un élément important qu'il fait aussi, c'est qu'ils vont détruire la lanterne du phare. La lanterne, c'est là où vous avez le feu qui s'allume tous les soirs. Et bon, heureusement, il y a quelques photos qui l'immortalisent. Les Allemands s'en vont. Mais c'est vraiment un élément très très important de l'histoire de Conti. C'est-à-dire qu'il y a une rupture au total, le paysage a changé. C'est-à-dire qu'à partir de là, juste j'avance un petit peu là-dessus, pour la conséquence que ça a eu, c'est-à-dire dès que la guerre est terminée, on parlera de Renaissance tout à l'heure aussi en même temps, on ne va plus construire sur la Lune. On va laisser les trois maisons existantes, et pendant presque 40 ans, on ne construira plus sur la Lune. Voilà. Et pour vous donner une idée des dégâts, sur, je crois, 75 maisons, il y en a plus de 50, 72%, j'ai calculé des maisons qui sont soit entièrement détruites, soit qui ne sont pas en capacité d'être reconstruites. Mais c'est pas anodin. Voilà. Merci beaucoup. Et alors justement, donc, on racontait la guerre, voilà, Conti, c'est cette histoire très particulière. Il y a un autre phénomène qui commence juste avant, mais en fait ce qu'on comprend bien, c'est que les congés payés, ça va mettre longtemps en réalité à se mettre en place sur les plages. Par contre, c'est la grande histoire de l'après-guerre. C'est-à-dire que la grande histoire de l'après-guerre, c'est-à-dire que le tourisme, enfin disons la villégiature balnéaire, qui était quelque chose des classes aisées, va devenir un phénomène progressivement massif comme on le voit aujourd'hui. Alors, comment ça se passe, cette espèce de mixité? Il va falloir partager la plage à partir de ce moment-là. Oui, il va falloir partager la plage. C'est-à-dire qu'il faut déjà rompre avec un mythe très, très présent, voire inoxydable de notre monde national, qui est que Conti, c'est toute la France déferlée, à travers le territoire, à vélo, à pied, en voiture. Et ça ne part en casquette débarquer sur les plages, et ça ne part en casquette à Cannes, il fait Valoris. Et il va plus loin. Et en plus, comme c'est rappelé dans le film, les fameux trains rouges de Léo Lagrange, pour 5 millions d'ouvriers qui pouvaient le prendre, il y en a eu 500 000 qui en ont quitté. Après, il y a eu l'exposition universelle et puis il y a eu la guerre. Où là, effectivement, il y a eu 1,8 million de billets vendus. Et après réatteindre ce niveau, il faut attendre les premiers trains supplémentaires des années 49, 50, 51. Et là commence la première ruée, je dirais, et en se souvenant quand même qu'un Français sur deux ne part en vacances que depuis 1975. En 1950, ils sont 25% à partir en vacances, le grand maximum. Tout le monde part en vacances, c'est pas vrai. Mais effectivement, du coup, il va y avoir un encombrement du littoral, entre autres, pas que du littoral, mais le littoral aussi. Et la plage va devenir un lieu, pour le aussi particulièrement intéressant, parce que ça va devenir un lieu de mélange des classes sociales. Et on va pouvoir assister quasiment in vivo à la lutte des classes, rejouer sur le sable. Et ça, c'est passionnant, évidemment. Je vais pas vous dire. Il faut avoir une patience d'entomologiste, je dirais, pour décrire ces corps qui s'installent sur les plages, comment ils démarrent leur territoire, comment éventuellement ils annexent un peu le voisin, parce qu'ils font habilement avec leur parasol une ombre qui porte sur le territoire du voisin. Donc peu à peu, vous voyez, c'est une technique très utilisée en ce moment en Ukraine. J'ai l'impression d'un grand parasol qui penche sur le pays. C'est ça, en fait, qui se met en scène sur la plage aussi, c'est les relations sociales, qui jusque-là étaient relativement bonnées. Il y a bien, dans les années 30, des gens, des voix qui s'élèvent en disant quand même la Côte d'Azur, ça sent canaille, etc. Parce que les périchons de l'époque commencent à débarquer parce qu'ils ont aussi des moyens de mobiliser, mais c'est pas la foule. La foule, elle apparaît à partir des années 50 et pas avant. Et là, effectivement, c'est un rêve pour le sociologue ou l'anthropologue d'observer ce que Fitzgerald appelle ça le tapis de prière. Peut-être la plage, on se prendrait la nuit, il dit l'hôtel et son tapis de prière de la plage. Là, il se trouve que le tapis de prière va être largement profané par les polos, et que ça va poser de nouveaux problèmes, effectivement, mais là j'ai pas le temps de comme je vous disais, on n'a pas le temps de tout survoler. J'aimerais quand même qu'on puisse peut-être aborder en tout cas un dernier grand changement. On n'a pas tellement parlé de libération des corps, mais bon, voilà,
Mais en fait, il y a un truc qui est très amusant et on va regarder maintenant l'extrait 5. La plage est un ami. Elle attire d'autres pionniers de l'après-guerre. Les campeurs. La plus archaïque des habitations va retrouver sur les rivages une nouvelle jeunesse. Les camps vont se développer dans des situations nouvelles, c'est-à-dire des situations encore plus proches du littoral que les parties urbanisées. Il y a des exemples de camps de camping qui sont sur le sable, où là, le campeur a besoin de quelque part pour retrouver la mer. Jamais Villeneuve ne s'était autant approché du rivage. Les grands villages de tentes n'existent pas. C'était l'immense surprise lors de l'interview d'Alain Corvin de voir qu'en fait ils sont occupés complètement de parler du XVIIe siècle. Le seul truc qu'ils voulaient c'était raconter ces vacances autour de la Méditerranée. Donc 80% de l'interview n'est pas montable, ça progresse toute la loi. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait se joue là de manière que c'était vraiment une découverte, quelque chose qui est absolument fondamental et qui conditionne même l'imaginaire qu'on a encore aujourd'hui tous de la plage. À Contis, il doit y avoir une paillote quelque part. En tout cas, je crois qu'il est très important parce qu'on a tous dans la tête, quand on pense le Nez, les bronzés, combien tu t'es fait de nana, on va les peser, etc. Donc ça, c'est le film qui a laissé cette trace-là. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est l'origine même du concept du club. Il va vraiment révolutionner. Trigano n'est qu'un développeur, hein, il arrive sur le tard. Le véritable fondateur, c'est Litz. Litz est un diamantaire belge, porté sur le sport collectif, il a l'esprit collectif, et qui a été chargé par le gouvernement belge de la réintégration sociale des concentrationnaires belges pendant la guerre. Il les a donc regroupés par session dans un hôtel en Savoie pour leur réapprendre à vivre ensemble. Et quand il va voir sa sœur qui dirige un camp de toile à Calvi, il dit mais voilà, c'est ça l'idée au fond, on est au sortir de la guerre, on est en 49. Il dit voilà, c'est ça, il faut créer des villages où les gens vont réapprendre à vivre ensemble. Et c'est ça le credo, hein, je dirais, du Club Méditerranée. Le Club Méditerranée invente un lieu de vacances qui n'a strictement rien à faire de la destination. Il est à l'opposé de toute authenticité. Il est dans la simulation totale avec le paréo, avec les paillotes, avec même une société sans monnaie, puisque André Doratostel, il a des perles, etc. Bon, c'est pas ça du tout. Il a très bien compris, Blitz, c'est son coup de génie. Ce qu'il vend, lui, c'est de la relation sociale. Et il met le doigt sur une des fonctions essentielles des vacances. C'est que les vacances, c'est une thérapie. Et que les vacances et le tourisme ne laissent pas n'importe qui. Même dans une société, effectivement, entre guillemets, concentrationnaire avec l'urbanisation, où les gens ont envie de sortir de cette promiscuité, de ce confinement. Si vous avez le mot à d'autres connotations, mais c'est ça. Et ce que propose Blitz, c'est vous n'allez plus vivre en société, vous allez vivre en compagnie. Un peu comme Robinson et Londres. C'est-à-dire pas une société subie, mais une société choisie. Et c'est ça, on a même parlé de mini-socialisme avec le MEF, parce que ça se veut une société totalement égalitaire à laquelle on joue pendant 8, 10, 15 jours, voire un mois, et parfois même le gentil membre se transforme en géo, il devient gentil organisateur, un peu comme quelques visiteurs qui passent à Contis, les situations s'installer. Et c'est ça la grande force du club MEF. C'est vendre de la relation humaine, avant même de vendre des destinations. Du moment, lui, se dénue à du moment qu'il y a une mer bleue, du soleil pour faire des choses. Le tout, c'est de construire un mur autour pour que les gens qui viennent en Sicile ne disent pas je vais en Sicile, mais je vais au Club Med. Je ne vais pas à Corfou, je vais au Club Med de Corfou. Et celui qui joue, il y a eu des études de fait, celui qui joue au touriste, qui veut sortir du village, à cette époque-là, on se moque de lui. On n'est pas là pour découvrir les autres, on est là pour découvrir lui. On est dans l'entre-soi européen. Et je dirais, puisque l'époque aussi est aux kids, pour rappeler, le Club Med, c'est peut-être une première vacance pour kids, de toute l'histoire du tourisme, et aussi des non-vieux, pas de vieux non plus. Juste l'intermédiaire, célibataire, actif. Et alors je pousse, j'imagine qu'il faut qu'on arrête bientôt peut-être.
Juste de façon, peut-être pour aller jusqu'au bout du truc, maintenant, est-ce que la plage peut être sous cloche? Est-ce qu'on peut se faire une plage sous bulle? Les trucs qui apparaissent à partir de la fin des années 90, les Center Park, les aqua machin, etc. Est-ce que la plage peut maintenant définitivement se passer du rivage? Oui, et là, oui, c'est un peu dommage, mais c'est vrai, quoi, le concept de Center Park que vous connaissez, c'est toujours à 26 degrés, et comme hiver, avec des paliers, une mer artificielle au milieu. L'aménagement est très simple, hein. En gros, Center Park achète 260 hectares, il en aménage 60. Le reste sert de désert de protection. On rentre là-dedans comme dans une forteresse, et quand on est sous bulle, vous êtes à l'abri de mer. C'est véritablement du tourisme insulaire, loin de tout, c'est Robinson sur son île, avec cette relation très rectificative aussi, c'est que vous savez, Robinson n'a pas toujours pensé à vouloir rentrer. Il regrettait d'être parti, il avait désobéi à son père. Et pour le reste, il s'estimait extrêmement heureux sur son île, et si vous lisez le roman, à un moment il dit, mais pourquoi est-ce que je rentre? J'ai deux maisons, une au bord de la mer, une à la campagne. À la campagne, c'est pour travailler et faire mon engagé, et à la mer, c'est pour regarder la mer. Bon, c'est ça le vrai Robinson. Surtout à partir du moment où il y a vendredi, avant il est dépressif. Je vais pas faire pour vous. Et vous avez compris qu'une fois qu'on a une compagnie choisie, il y a un vieux rêve quand même dans les vacances au bord de mer, c'est un petit peu se passer de la société. À l'école, Laurent disait le voyage est un acte antisocial, et les miniatures qui sont véritablement. Je vous remercie Jean-Didier, Jean-Jacques.